champion du monde. Mais non, mais c'est fou. Aldrit encore lui dans l'axe, le relèvement d'Antoine Dupont derrière. Oui, Antoine Dupont, laissé sous les poteaux. Quentin Fillon-Maillet qui arrive pour remporter une 4e médaille en 4 courses. Athlète français le plus médaillé dans les mêmes Jeux Olympiques. Quentin Fillon-Maillet qui banalise l'exceptionnel. Oh le champion, oh l'exploit, c'est incroyable. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club pour parler et vivre sport ensemble sur Radio Campus. Bonsoir et à tout auditeur auditrice, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 FM, peut-être en DAB+, ou sur campuslille.com pour une nouvelle heure à passer ensemble à parler sport en une très charmante compagnie ce soir. Le Campus Sport Club fête véritablement, on va dire, sa rentrée, puisque si vous nous avez écouté la semaine passée, j'étais en la parfaite compagnie de Hugo et nous revenions ensemble sur les événements qui allaient marquer, espérons-le, l'année 2023, riche en sport à nouveau. Et donc, j'ai envie de dire, véritable rentrée du Campus Sport Club ce soir. Bonne année, bonne santé, puisque nous revenons avec notre format originel, avec la crème de la crème. Thomas, qu'est-ce que tu vas dire là-dessus ? Rien du tout. Tu fais partie. C'est ça qui me. Oui. Tu es la crème de la crème et tu oses dire que. Tu oses rigoler ? Non, je pensais à mes deux compères quand tu disais la crème de la crème. Mais, sympa. Moi, quand t'es pas là, il dit aussi qu'on est la crème de la crème. C'est ça, c'est bon ça. Oh, j'aime pas ça dans l'ambiance de 2023. Vous les aurez peut-être entendus. Donc Thomas, qui est juste à ma droite, et les deux personnes dont parlait Thomas, qui sont déjà en train de le dévisager, Audrey et Sophie. Est-ce que vous allez bien tous les trois ? Mais la forme ? Bien sûr. La forme et la santé. Et surtout. Surtout. Ça, on en parlait juste avant. La santé, on l'espère. Vous avez regardé un peu de sport, vous, pour fêter 2023, vous aviez la tête ailleurs ? J'ai l'impression que vous aviez la tête ailleurs. Ah non. Non, quoique toi, non, peut-être pas, mais... Bah, on essaye de pas trop lâcher quand même, parce que sinon après on revient au Campus Sport Club, voilà, on est en difficulté quoi. Non, mais on essaye quand même. Il y a le Boxing Day qui permet en général de garder un petit peu la main, donc c'est cool. D'autant qu'il n'y a pas qu'en Angleterre cette année. En plus. Puisqu'on a eu pas mal d'événements sportifs, de football et autres. Ouais. Et vous les filles, ça va ? Toujours, on suit toujours. Les sports de prédilection surtout. Bien sûr. Alors, ça, on n'abandonne pas nos équipes. Il y en a certains qui n'ont pas encore repris. Je pense aussi à la Formule 1. On aime beaucoup revenir là-dessus dans le CSC. Mais d'autres qui ont brillé. Et justement, Sophie, tu vas en profiter. Et quelle transition. Mais oui, puisque tu vas pouvoir nous donner les résultats ce soir, juste après un jingle. Quelle équipe a performé ? Quel athlète a déçu ? Pour le savoir, c'est l'heure des résultats. Et donc, Sophie, il faut croire que le sport français s'est très très bien porté ce week-end, notamment pour ce qui est de la neige. Et oui, nos skieurs étaient en pleine forme ce week-end. Et on va commencer par le ski de fond, un sport dont on parle très très peu, mais qui s'est bien fait remarquer. Et surtout, une skieuse, Delphine Claudel, qui est entrée dans l'histoire en devenant la première française à remporter une victoire en Coupe du Monde de ski de fond. Dimanche, donc le 8 janvier, elle a triomphé lors de la Mass Start à Val di Fiemme, en Italie. La Vosgienne de 26 ans avait déjà décroché 2 podiums au cours de sa carrière et la 7e place lors des 30 km des JO de Pékin. Mais là, c'est la première fois qu'elle décroche une première place, permettant à la France de de gagner le Graal en ski de fond. Val di Fiemme, pour le petit mot quand même, qui est son parcours, quoi. 3 podiums en carrière, tous là-bas... Elle, quand c'est compliqué... C'est un peu son spot, quoi. En fait, c'est ça. En fait, elle va en vacances à Val di Fiemme, elle gagne à Val di Fiemme. Ça, c'est tranquille, quoi. Quand elle aura une famille, elle va habiter à Val di Fiemme. Voilà. C'est sûr. On va peut-être les nommer, Val di Fiemme. Val di et Fiemme. Si elle en a 3, on verra bien. Ouais, on espère. Ce serait beau. On va quand même parler des hommes de ski de fond qui ne restent pas non plus... qui ne sont pas en reste non plus, puisque Jules Lapierre s'est hissé à la 3e place de la course, son tout premier podium en Coupe du Monde. Il y a aussi 2 autres tricolores dans le top 10, avec Hugo Lapalus à la 7e place et Clément Paris à la 10e. Dans la neige, on va rester dans ce secteur, ça nous plaît bien, et on va parler biathlon.
Les biathlètes français étaient tout aussi en forme dimanche sur les pistes de Pokluška en Slovénie. Pas le diffimer, c'est plus facile quand même. Clairement, l'italien, on se rapproche un peu plus, mais là... Le slovène. Mais bon. Lors du relais mixte, la France a décroché la première place. Une nouvelle médaille pour Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon. Il devance... Celle-là, c'est une première dans On les a SAC. quelqu'un en Elle est plus pas là. mal. Il y a Siri. Je sais pas ce que tu as dit pour activer une voix étrangère dans le studio, mais... Ah non, tu m'as pas écouté du tout. Pour pas savoir ce que j'ai dit. Mais non, mais pour activer Siri, quoi, il t'a compris. Je sais pas. Terrible. Attends, je t'ai coupé. Là, c'était. Ouais, Bah non, je reprends. Mes je excuses. reprends. Vas-y, reprends donc. Les biathlètes français devancent par la même occasion l'Italie et la Suède lors de ce relais mixte. A noter qu'il s'agit du deuxième podium du week-end et de la saison pour Fillon-Maillet, qui la veille a terminé second lors de la poursuite, derrière l'intouchable norvégien Johannes Bø. Il renoue enfin avec la victoire depuis le début de la saison. Côté Julia Simon, elle finit elle aussi sur le podium puisqu'elle décrochait la 3e place lors de la poursuite. C'est tout bon pour la neige, maintenant on va passer au basket et à l'Euroleague. Thomas est content, il fait que faire des grands Mais- oui depuis mais tout oui. à l'heure. Mais Thomas oui. qui a suivi le Saint-Amand basket Absolument. Ce week-end, ouais. cette Ouais. semaine. Ouais. Toute cette Pendant que semaine, moi, ouais. j'étais au hand. Tu vois. Eh oui, On- c'est vrai. On aime bien Saint-Amand. Absolument. Mais là, il n'est pas du tout question de ce club. Oh, non. Non, là vous racontez vos vies, mais Oui, moi, il me lance. Moi, je... Non, mais j'expliquais un minimum le contexte de cette joie spontanée. Mais c'est très bien de parler Il basket. adore le basket. Ouais, oui. Ouais, bizarre. Si tu veux, tu peux lire à ma place ma chronique. Pas de problème. Alors, je mets mes lunettes. Cette semaine ont eu lieu la 17e journée et ce soir la 18e journée de l'Euroleague. Une 17e journée pas forcément en faveur des clubs francophones, avec la double défaite de Monaco et de Lyon-Villeurbanne, respectivement contre le club serbe Partizan Belgrade et les Turcs d'Anadolu Efes. C'est ça. J'en ai dit deux, Ouais. Efes. Heureusement, la 18e journée semble mieux partie pour la Roca Team, qui vient de remporter 64-60 contre l'Olympiakos. Ils ont pu être pendant quelques minutes co-leaders du classement avant de redevenir dauphins, suite à la victoire du Real Madrid sur l'Étoile Rouge Belgrade. Quant à Lyon, actuellement 17e du classement sur 18, il faut le préciser, il va falloir attendre demain pour savoir si la 18e journée est réellement en faveur des Français. Monaco qui fait un super parcours en Euroleague, franchement c'est impressionnant. Des matchs tous les 3 jours avec le championnat en plus et franchement c'est prodigieux parce que le rythme joué en général, même des fois ils font une semaine quasiment à l'extérieur entre les matchs de championnat et d'Euroleague et c'est absolument magnifique et il faut saluer la performance de Monaco. Et l'Asvel qui avait bien commencé sa saison en Euroleague mais là c'est un peu plus compliqué. Et Donc, puis, mais Monaco, à regarder les résultats, c'est bon, c'est correct. Ouais. Mais à voir quand même, surtout les fins de match, Ouais. et les tendances de jeu, c'est quand même toujours avec le feu et la glace. Hein, Ouais. c'est... Ils sont très dépendants, je pense, de Mike James, leur recrue star là, depuis cet été, qui est capable un peu de souffler le chaud et le froid. Et quand c'est compliqué, pour l'équipe, c'est compliqué aussi. Mais après, ils ont de super joueurs. Bon, on pense évidemment à Eli Okobo côté français, mais c'est prometteur pour la saison de Monaco. Et c'est sûr qu'en plus, si on élargit un peu, la Betclic Elite est très, très, très compétitive cette année. Donc, c'est Très génial. relevé, ouais. Ouais, c'est génial. Je reprends. Rugby, une 15e journée de top 14 trépidante avec des petites équipes qui ont voulu prouver qu'elles avaient leur place dans le championnat. Je pense notamment à Perpignan, actuellement dernière du classement, qui a fait une frayeur à Clermont lors de son match à domicile. Les Catalans semblaient en mesure de créer la sensation à Clermont avant que 2 essais signés Jono à la 73e après un rebond favorable et Delgui à la 79e sur interception ne scellent le succès auvergnat, en privant en plus l'USAP du bonus défensif. L'autre sensation est signée par les Brivistes qui ont fait plier un club toulonnais plutôt effacé. Depuis l'arrivée de Patrice Colazo le 22 décembre, Brive est à 100% de victoire. Elle a à son palmarès pas moins que l'ASM, le Loup, puis maintenant Toulon. Cela fut permis entre autres par le demi d'ouverture Enzo Hervé, auteur de pas moins de 21 points, pour un résultat final de 26-17. Brive n'est que 13e du classement, mais elle s'éloigne petit à petit de Perpignan avec 7 points d'écart et s'approche de Pau avec 2 points d'écart. Ouais, puis à 3 points, je vérifie, hein, à 3 points de Castres 11e. Non, mais là, le CAB, c'est énorme ce qu'ils font parce que l'arrivée de Colazo en duo avec Arnaud Mella sur le banc, c'est parce qu'ils étaient vraiment au bord du gouffre. Ils étaient sur 9 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Et là, ils tapent la SM dans le derby, ensuite Lyon, maintenant Toulon à domicile. C'est super pour Brive qui se relance vraiment dans la lutte pour le maintien. Perpignan qui a été, tu le disais, vraiment pas loin de gagner à Clermont en plus. Donc là, pour les Corésiens, c'est tout bénef.
Par contre, c'est une tendance qui se dégage un petit peu, mais bon, le Stade Toulousain et le Stade Français qui vont a priori se faire la guerre sur les 2 premières places. Vous les voyez tenir cette cadence jusqu'au bout et finir vraiment 1-2 ? Toulouse, j'allais en parler juste après, mais 1-2 1 et 2e, ah oui. Oui, qu'importe l'ordre, je veux dire, mais qui décroche. Je sais pas, parce qu'il y a La Rochelle, justement, là, qui a fait une grande victoire contre Toulouse ce week-end, 30-7, qui peut peut-être justement venir et les rattraper au fur et à mesure de la saison. Donc je pense qu'il y a encore du suspense et on n'a pas du tout nos deux finalistes. Toi, t'aimes bien. C'est comme la saison passée. Ellie aussi, il suivait à fond aussi là-dessus. Et à ce moment-là de la saison, ou un peu plus tard peut-être, mais on en avait aussi rediscuté ensemble. Et il ne voyait pas du tout le classement effectif en février, en fin de saison. Ça s'est avéré en plus vrai. Et ça a été. Il y a eu pas mal de rebondissements encore. Ouais. C'est vrai que ce Stade français-là aussi fait plaisir à revoir. À se bagarrer pour les 2 premières places. Il y a vraiment de belles victoires à chaque fois, avec beaucoup de points d'avance et tout. Il y a 1 an et demi, il jouait c'était terrible. Il jouait la relégation, il s'était maintenu à 2-3 journées de la fin. Enfin, c'était très compliqué. Et là, depuis le début de saison, en plus ils produisent du beau jeu, quoi. Et l'arrivée de Parra, je pense, c'est pas indifférente à ça parce qu'il a apporté toute son expérience. Bon, même s'il arrête à la fin de la saison, il a un poste dans le staff qui lui a été promis, mais je pense qu'il a apporté beaucoup de sérénité à cette équipe-là, qui avait des jeunes et des joueurs étrangers qui avaient du mal un peu à se mettre ensemble et à jouer ensemble, et je pense que ça l'a plutôt bien fait, et franchement le Stade français est impressionnant. À voir, on va refaire du coup ce débat, surtout avec les compétitions européennes, si des clubs français avancent aussi là-dedans, dans leur calendrier ça va très vite peser. Ouais, complètement. Du coup, mon dernier sur le rugby, c'était La Rochelle qui a battu Toulouse 30-7. C'est la fin d'une époque pour les Rochelais qui, après 8 défaites consécutives en match officiel, sont enfin parvenus à vaincre la bête noire toulousaine. Toulousaine, c'est ça. Pour fêter cela, les joueurs rochelais n'ont pas manqué de boire des culs secs avec leurs supporters sur le bord de la pelouse. Je sais pas si vous avez vu les images, mais c'est très marrant à voir. Ah ouais. Très rugby, les supporters qui dans le coin, en fait, dans le coin de l'ampute, ils alpaguaient leurs joueurs, et c'était sympa, une petite bière, ça passe toujours bien. Je ne sais pas si tu vas parler fléchette dans ces résultats. Alors c'est complètement pas prévu. Donc du coup je peux dire un mot. Les autres, dans l'autre discipline où tu peux boire des culs secs à côté, dans pleine discipline, et que c'est vraiment pendant les fléchettes. Moi qui ai suivi... j'allais dire d'un œil, non, des 2 yeux, les championnats du monde à travers les extraits Eurosport, là j'étais happé par ça. Ouais. J'adore juste la liesse de ces gens pour un sport de bar, dans l'univers, dans l'image globale, et finalement c'est une vraie discipline. Mais c'est en finale, je crois, des championnats du monde où il y a eu une action complètement folle, là où il y a eu trois flèches juste à côté l'une de l'autre, et c'était une action apparemment, alors je suis pas dans les détails, mais c'était une action apparemment improbable, quelque chose qui n'est jamais arrivé en finale en plus de championnat du monde. En championnat du monde, quand tu démarres une manche, les 2 sont à 501 et donc ils doivent le plus vite arriver sur un 0 tout pile, en finissant avec un double ou un triple, donc les anneaux, ou si ce n'est au centre de la cible. Et du coup, mathématiquement, tu peux y arriver en 9 lancers. Comme en plus tu as 3 fléchettes à chaque fois, si tu mets parfaitement tes 9 fléchettes, tu fais un 501 pile. Ça déjà, rien que faire ça, c'est t'es vraiment dans une autre dimension. Et ces 2 gars-là en finale démarrent chacun avec 501. Le premier met ses 3 en 3 fois triple 60, donc ça fait 180. L'autre lui répond 180. Il renchaîne 180. L'autre lui remet 180. Et donc celui qui a eu la chance de démarrer a lui les 3 fléchettes de la win. Il met la première, il met la deuxième et il loupe la troisième d'1 millimètre. Et l'autre, il vient lui claquer le point. Et du coup, c'était fou parce que c'est une petite manche, mais... C'était dans ce sport-là, c'était un moment assez fort. Et là, tu t'es levé de ton canapé, tu t'es dit mince, je vibre. Non, j'étais sous la couette. J'ai pas trop gueulé, je t'avoue. T'as pas osé. J'ai pas réveillé l'immeuble. Non, un peu tard. Pardon, du coup, Sophie. Et on continue avec la Coupe de France féminine. On termine par du foot, car sinon on va croire que je suis fâchée avec ce sport. Mais non. À peine. Mais non, d'après tes messages, non. Encore du foot, mais non. Super, ça balance les dossiers off, quoi. Mais donc, Coupe du Monde féminine, pourquoi féminine ? Parce qu'elle est bien plus avancée, elles ont déjà dépassé les 16e de finale, et le tirage au sort des 8e a eu lieu aujourd'hui. Donc l'occasion de revenir sur les chocs. Là, je vais parler des chocs entre les grandes et petites équipes qui sont attendues. Montpellier
4e de D1, a battu Clermont Foot 7-2 lors des 16e. Mais il ne faut pas qu'elle se repose sur leur laurier, puisque les joueuses rejoignent l'Olympique Lyonnais en 8e de finale. Sacrée équipe. De même, le DFCO, le club de Ligue 2 dijonnais, a battu l'US Saint-Vit. Même les noms français, j'ai du mal. Hein, Je crois que c'est Saint-Vit. Saint-Vit, Il vraiment me semble que c'est dans les Vosges, ouais, Saint-Vit. À vérifier, mais je crois. Écoute, fact-checking. Ouais. Donc, a battu l'US Saint-Vit 2-0 lors des 16e et sera confrontée à une autre paire de manches lors des 8e, puisqu'elle ne rencontrera pas moins que le PSG. Et enfin, l'équipe féminine de Guingamp, elle aussi en D1, affronteront l'OM suite à leur large victoire 6-0 face à Tours. La même victoire pour les 8e, ce sera à retrouver prochainement. Et Lille n'est pas passé. Non. Et Lens, oui. Lens est passé. Mais Lens au tir au but. J'ai regardé ça, c'était la seule séance de tir au but de ce tour-là, du moins de Coupe de France. Et Lens au moins est encore en lice, dans le Nord. Ouais, 2-0, je crois, le résultat final de Lens. Bah non, tir au but. Ah oui, non. C'est- Ok, d'accord, C'est- j'ai rendu 2 buts et ensuite C'est- tir au but. C'est un peu compliqué. Oui, c'est- On va devoir expliquer certaines règles du Je suis football. vraiment fâché avec le foot. Mais non, c'est Une des passion. mensonges. Voyons, jamais. Donc parlons fléchette. Non. Peut-être un jour, on pourra. Peut-être un hors-série sur ces sports-là un peu plus mais- insolites. Ouais. Moi, je serais chaud. Inconnu. De chacun, 3-4, chacun parle d'un sport qui vante en quoi ça peut être aussi un vrai sport, une vraie effervescence dans les années à venir, et une discipline un peu mieux considérée, bien Je crois sûr. le curling. Maintenant, j'hésite, tu vois. Ah, Et je suis très vite pris par le snooker aussi, qui est sur Eurosport. Ah oui. Le snooker qui, si vous connaissez pas, vous tombez sur une vidéo, vous pouvez pas vous empêcher de regarder la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes hypnotisé par ce genre de sport. C'est du billard, au final. ah ok. Et c'est du billard avec que des boules jaunes et des boules rouges. Ouais. Enfin, non, que avec des boules rouges, pardon. Ça, c'est le billard français, je dis n'importe quoi. Que avec des Et boules... voilà, comme le 2-0. Ouais, mais t'as vu, moi aussi, je dérape. C'est l'émotion. C'est l'émotion. 2023, le CSC n'est Le plus retour. du tout sérieux. Non, le snooker, un billard avec 15 boules rouges et des boules colorées. Et à chaque fois, tu dois successivement rentrer une rouge, une colorée. Une rouge, une colorée. Ouais. Et les rouges ne marquent qu'un point et les colorés marquent 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Ah oui, points ok. quand c'est la noire. Et du coup, tu en as certains qui ont pour objectif déjà de marquer un certain nombre de points pour qu'au calcul, l'autre ne puisse plus te rattraper. Mais même, tu peux aller plus loin parce que c'est dès que tu as passé ce quota, non seulement tu sais que tu es gagnant, mais tu peux continuer et essayer d'avoir la barre des 100 points, et on appelle ça un century, tout simplement parce que c'est 100 Ouais, points. ça se Et comprend. après, de réaliser le meilleur score possible, sachant que le record à faire sur une main, c'est 147, à peu près, je crois, ou 152, voilà, j'ai vérifié ça après, mais si tu arrives à faire ce 147, là aussi, hein, c'est comme faire un parfait aux fléchettes, en fait. C'est un Ouais. 9 coups, c'est le Incroyable. même... Donc plus besoin d'émission, tu l'as déjà faite. Ouais, voilà, allez, on va se garder ça. Nous, on va marquer une petite pause musicale et comme on en parlera un peu plus tard, un peu en débat, puisque les championnats du monde de handball démarrent dès demain, c'est les championnats du monde masculin, hein, avant la fin d'année où on aura droit aux femmes. Et je suis nostalgique de ces années où on était bien au-dessus du lot, même si on est encore très très fort, hein, bien sûr on en parlera, mais on était au-dessus du lot, on était les experts en tout point. Et pour faire un clin d'œil à cette année expert, pour ceux qui reconnaîtront peut-être, j'ai choisi The Who Are You, qui est la chanson du générique des Experts Miami. Mais c'est ça aussi, il se fait plaisir. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est- avant de regarder du snooker dans son lit, hop, Expert Miami. Les Experts Et Miami, voilà, mais c'est très bien. avec le rouquin, magnifique. On s'écoute ça, et puis on se retrouve juste après, justement, pour parler handball, foot, news, immanquable, et tout ce qui s'ensuit. C'était The Who Are You. J'ai bien aimé le principe, en plus que la musique, t'es sûr de t'en souvenir. Parce que quand c'est The Who qui chante Who Are You, ça reste dans le crâne, tu vois, ça reste. Et bien sûr, si vous avez un jour regardé les Experts Miami, ça vous reste aussi. Comme la crinière rose, donc, dans nos Cruz. On poursuit dans ce campus Sport Club. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille. Et s'approche très grandement de nous, incessamment sous peu, je dirais même, les news de Audrey. Audrey qui va commencer avec des news. Et puis, qui finira avec Des news. des news. C'était tout trouvé, vous avez vu? Toutes les infos du monde du sport et bien plus encore,
C'est tout de suite dans les news du CSC. Oui, parce qu'on va devoir rebondir très très vite sur tes premières news, Audrey. Et oui, on va revenir à du sport un peu plus populaire que le snooker ou les fléchettes. Mais c'est bien. Hein. C'est bien aussi. Bon. Mais on va débuter avec les actus foot français, à commencer par la retraite internationale à 36 ans du capitaine de l'équipe de France, du plus capé, du champion du monde 2018, de celui qui a arboré le maillot des Bleus pendant plus de 14 ans, Hugo Lloris. Alors il ne sera plus capitaine des Bleus, mais il est toujours dans son club à Tottenham, à qui il va désormais consacrer son temps. Alors 2 raisons. Familiale d'abord, il veut aussi éviter la compétition de trop, mais également laisser la place à la génération suivante, et à Mike Maignan notamment, sûrement. Et le brassard aussi, la question se pose. À Varane, logiquement, ou... Alors ouais, du coup, 2 questions en une, c'est vrai. Un brassard déjà qui s'en va, et en plus, un des postes bien sûr extrêmement important, le poste de gardien. On commence par quoi? Brassard peut-être? C'est peut-être... Ouais. Qu'est-ce qui importe le plus au final dans cette équipe de France là, de ce nouvel élan 2023? C'est qu'on ait un nouveau vrai capitaine, ou est-ce que c'est quand même s'assurer qu'on ait un vrai gardien qui prenne la relève dans les cages des Bleus? C'est quoi la vraie préoccupation? Moi, je pense le gardien, le capitana, on a des joueurs qui sont capables de prendre ce rôle-là. Moi, je pense qu'Antoine Griezmann est tout à fait capable, au vu de sa Coupe du Monde, même de son expérience en équipe de France. Je pense qu'il est tout à fait capable d'endosser ce rôle-là. Et je pense que la question la plus urgente, entre guillemets, bien sûr, c'est régler ce poste de gardien. Après, bien sûr, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs opportunités, parce qu'il y a des gardiens qui montent. Mais ouais, pour moi, c'est plutôt le poste de gardien en priorité. Ouais. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec Thomas. Parce que le gardien, je pense, c'est une vraie problématique, parce que Mike Maignan, à son meilleur, il peut être tout à fait satisfaisant et remplir la tâche parfaitement. Et c'est vrai que, par exemple, il est quand même pas mal blessé, et ça peut être un problème, alors qu'Hugo Lloris, c'est un peu la stabilité quand même dans cette équipe de France. Didier Deschamps a fait appel à 3 autres gardiens qui sont encore, on va dire, éligibles, qui n'ont pas pris de retraite internationale pour le moment. C'est Maignan, donc, qui a 5 sélections, Areola, qui... lui est de bien avant, mais qui n'a quand même que 5 sélections. Et Mandanda, qui est toujours là à 38 ans, qui a joué pendant la Coupe du Monde et qui a ses 35 sélections. Et après, il y a des jamais sélectionnés, ou du moins qui n'ont jamais eu l'occasion de jouer un match avec le maillot des Bleus. C'est Alban Lafont, gardien de Nantes à 23 ans. Ilan Meslier, très jeune gardien aussi français de 22 ans, qui évolue en Première Ligue. Et Lucas Chevalier, mine de rien, qui reste un des jeunes gardiens prometteurs et qui évolue donc au LOSC et qui s'est trouvé une place de titulaire cette année. Maignan, même Lloris a évoqué Mike Maignan. C'est quand même la solution numéro 1, a priori. Oui, totalement. Oui, pas... Non, franchement, pas grand-chose à redire par rapport à ça. Et est-ce que même conserver Areola et Mandanda en gardien 2 et 3, Mandanda, on parle quand même du plus vieux joueur de l'équipe de France, donc que lui ne prenne pas sa retraite internationale de sitôt, peu probable. Oui, et je pense que Maignan en 1, Areola en 2, et en 3, peut-être Alban Lafont. Peut-être que ce serait pas mal dans cet ordre-là. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Parce que Maignan a pris une assurance, que ce soit notamment forcément en club, on le voit depuis plusieurs saisons, c'est un gardien sûr, et puis il prend en maturité. En plus, quand il était plus jeune, il avait un peu ce côté un peu plus gardien un petit peu plus foufou, et là je trouve qu'il s'est un petit peu canalisé, et il est moins dans l'extravagance. C'est Lloris d'ailleurs qui disait, je crois, dans l'interview dans l'équipe, j'ai jamais été un gardien comme peuvent l'être, par exemple, je pense notamment l'exemple le plus typique peut-être, c'est Lopez, qui est un gardien qui montre beaucoup, très expressif. Lloris, il disait, j'ai jamais été et je serai jamais ce personnage-là, pas ostensible. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Je pense que Maignan, ça peut être aussi une suite de Lloris dans cet aspect-là. Ce serait plutôt pas mal, parce que c'est ce que tu disais, la stabilité pour le poste de gardien et la sérénité, je pense que c'est essentiel. Après, évidemment, la moyenne d'âge chute drastiquement, surtout si on enlève Mandanda de l'équation. Est-ce que Mandanda, il voudra quand même, tant qu'il peut, le conserver dans ce groupe équipe de France pour notamment aider ces jeunes? La question, c'est beaucoup, parce que gardien 1, je pense Mike Maignan, c'est plutôt sûr, mais 2 et 3, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Mandanda, il est quand même très vieux. Areola, les performances en club sont pas extraordinaires. Et ensuite, c'est des gardiens qui sont quand même très jeunes, qui n'ont aucune expérience en bleu. Ilan Meslier, il est bon, mais il est quand même encore très jeune. Donc, oui, à part ce poste de gardien numéro 1, il y a quand même un petit doute. Et Mandanda, ça m'étonnerait qu'il reste encore des années, même pour aider les jeunes. Au bout d'un moment, je pense que
il y aura la transition. Et donc pour ce brassard de capitaine, Thomas, tu évoquais tout de suite Antoine Griezmann. Et les deux autres noms qui reviennent, c'est Raphaël Varane et même Kylian Mbappé. Ouais. Est-ce que vous préférez Griezmann pour le temps passé en équipe en équipe de France? Le nombre de sélections aussi en sa faveur, hein, 117, ça devient un des plus capés, bien que Giroud soit encore aussi en lice. Ou Varane qui a peut-être eu plus rapidement, plus tôt aussi, ce rôle-là. Ouais, c'est vrai que En club, hein, je parle, Ouais, ouais. bien sûr. Et même en équipe de France, hein, Varane a porté le brassard Il quand a suppléé, le Russe ouais. n'était pas là. Bah ouais, ça se discute. C'est vrai que moi, tout de suite, j'ai pensé à Griezmann. Je sais pas, dans la continuité de ce qu'il a fait, j'ai trouvé Varane un peu moins dans le leadership en fait, par rapport à ce qu'il avait pu faire sur les saisons, enfin et les compétitions précédentes. C'est qu'un avis personnel, mais ouais, je mettrais plus Griezmann. Je pense que, alors, il sera peut-être un peu moins dans la durée que Varane, quoique je sais pas en équipe de France au très haut niveau en tout cas, mais moi, je mettrais plutôt Griezmann, moi, comme ça. Et Mbappé, vous pensez que c'est peut-être trop tôt? C'est Trop un jeune. peu tôt, surtout pour, quand on compare aux deux autres, quand même, pour tout ce qu'ils ont apporté à l'équipe de France, pour tout ce qu'ils ont fait depuis des années, je pense que ce serait aussi les remercier que de leur donner ce capitanat. Et je suis plutôt d'accord avec Griezmann, c'est vrai qu'il est assez rassembleur en plus au sein du groupe. Donc je pense que c'est important quelqu'un qui fédère un peu autour de lui et je pense qu'il est bien capable de faire ça. Après, c'est vrai que dans la logique, Varane, il a eu ce vice-capitanat pendant longtemps aussi, donc ce serait logique aussi que ce soit lui, mais voilà, ça se discute. Et d'autant que je trouve que Griezmann, même par son replacement et par son nouveau rôle dans le jeu, et beaucoup plus en Coupe du Monde, on l'a vu, à parler, à coordonner l'équipe, on le voyait toujours faire des gestes, là où, par exemple, Paul Pogba aussi aimait avoir ce rôle-là, mais Paul Pogba, forcément, qui s'efface un peu plus, qui pour moi n'est pas vraiment lisse du tout pour ce brassard, Paul Pogba. Parce que je viens d'y repenser là, mais... Ouais. Non, il n'est pas cité. Hein. C'est vrai Non, que pas du tout. Je ne pense pas même que Didier Deschamps pense à lui en priorité. Ouais, puis l'extra sportif joue peut-être pas aussi en sa faveur. Aussi, ouais. Tant que cette histoire-là aussi se démêle pas Mais beaucoup... même, quoi qu'il arrive, en fait, je pense que ça va être compliqué. Enfin, je sais pas. Une fois que c'est sorti, je sais pas. Est-ce que après, pour avoir le statut de capitaine en équipe de France, bon, on voit que les statuts dans le football français en ce moment, on peut tout faire à la fois. On va en parler, je pense. Audrey va certainement enchaîner. Donc voilà, mais c'est vrai que ça paraît compliqué en tout cas. En plus, Pogba, il n'est pas aidé par les blessures, il est quand même souvent blessé, alors que Griezmann, par exemple, en comparaison, il se blesse quasiment jamais. Donc d'avoir une présence comme ça assidue en équipe de France, c'est aussi important. Je pense. Une vraie longévité. Ouais. Tu veux enchaîner peut-être? Oui. On continue, pareil, foot français, FFF. On se doit d'évoquer l'affaire Le Gret qui secoue le foot français en ce moment. Tout commence sur RMC. Noël Le Gret, président de la Fédération française de football, livre des propos polémiques sur Zinedine Zidane. Il dit par exemple qu'il, je cite, ne l'aurait même pas pris au téléphone. Alors c'est qu'un exemple qui atteste d'une sortie de trop pour le dirigeant. Sortie qui déclenche une avalanche de critiques à son encontre, de Kylian Mbappé à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, en passant par un peu tout le monde en fait. Pour rappel, cela se passe au lendemain de l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus jusqu'en 2026. Face à la vague de réactions, le patron de la FFF a présenté ses excuses. Une polémique de plus pour celui qui est déjà accusé de harcèlement et de comportement inapproprié par d'ex-salariés de la fédération. Alors il a été auditionné pour ces faits aujourd'hui au ministère des Sports et d'ailleurs est paru dans l'équipe aujourd'hui également le témoignage de Sonia Souid, une agente de joueurs, qui dénonce le comportement déplacé de Le Gret. Prochain épisode demain matin. Le comité exécutif de la FFF va se réunir et entendre le président. En tout cas, l'équipe a révélé en soirée que le Conseil national de l'éthique de la fédération appelle au départ du patron. On ne touche pas à Zinedine Zidane. C'est vraiment ce qu'on peut retenir aussi de cette... Parce que je pense qu'il aurait évoqué d'autres prétendants. Admettons que Zinedine Zidane était complètement désintéressé hors course ou n'était pas dans les débats. Je pense qu'il aurait pu s'en prendre à bien d'autres. Là, a priori, pour Le Gret, ça chauffe, pensez. Est-ce que vous pensez déjà que même en cas, on va dire, c'est pas disculpé non plus, mais si il n'y a aucune décision formelle qui est prise sur son poste et son rôle dans cette histoire, est-ce que lui pourrait démissionner de son plein gré malgré tout? Moi, je pense pas. Je pense pas, mais ce qui change, je trouve, c'est que là, on a une ministre des Sports offensive, en fait,
qui est très impliqué dans ce dossier-là. Je trouve que c'était moins le cas sur ses prédécesseurs, en fait. Et là, on l'entend beaucoup, elle prend position de manière assez nette, en fait. Et peut-être que ça peut jouer, mais je suis pas sûr que Le Graët, à mon avis, va s'accrocher à son poste jusqu'à la fin de son mandat, et je suis pas sûr que de son plein gré, là on a vu le communiqué le lendemain, à mon avis c'était quelque chose d'écrit tout près, et après voilà, libre à chacun de penser s'il en croit un mot ou pas de ce qui a été écrit, mais moi je suis pas sûr que de son plein gré ils disent bon bah voilà, c'est peut-être la fois de trop et je laisse ma place, quoi. Et l'autre petite question qui peut subvenir, c'est que si Noël Le Graët venait à être dégagé, excusez-moi le terme, mais là vraiment renvoyé de son poste, est-ce que du coup la prolongation de contrat de Didier Deschamps serait beaucoup moins légitime, d'autant qu'a priori c'est une décision qui lui revenait un peu en interne. Si Le Graët n'est plus aux commandes, Deschamps, est-ce qu'il est toujours aussi légitime, et surtout est-ce que lui va vouloir aller aussi loin? Après, il reste légitime par cette Coupe du Monde, quoi, de Didier Deschamps. Ses résultats, oui. Oui, par ses résultats, par tout ce qu'il a prouvé et tout. Donc, je suis pas sûr que ça l'illégitime, en tout cas aux yeux des Français, clairement pas. Et aux yeux de la FFF, je pense pas non plus. Non, pour moi, il reste légitime dans cette place-là. Je te laisse parler. Non, mais je suis d'accord, je trouve que sa place n'est pas du tout contestable, mais c'est vrai qu'ils sont apparus toujours très proches, et on a l'impression que Le Graët, de toute façon, il ne voyait pas quelqu'un d'autre que Deschamps prolonger et continuer à la tête de l'équipe de France. Donc ça, par contre, c'est un peu, parce qu'il n'a même pas réfléchi à quelqu'un d'autre ou quoi. Ils font vraiment leur petit truc à deux, on va dire. Donc ça peut être un tout petit peu contestable, mais autrement, sur le plan sportif, il n'y a rien à dire à sa prolongation. Très bien. Bon, on va finir ce chapitre. FFF, on va te laisser terminer tes news, Audrey. Oui, parce qu'il y a une autre légende qui a décidé de tirer sa révérence hier. Je parle bien sûr du Gallois Gareth Bale, à 33 ans. Il termine sa carrière avec 5 Ligues des Champions, un record de cap et de buts en sélection. Mais on risque de le retrouver sur les terrains prochainement, mais sur les terrains de golf. Bien. Pep Guardiola l'a invité. Oui. Avec Laurent Blanc. Ouais. Ils sont beaucoup maintenant. Ils sont pas mal, ouais. Ils sont plus à se bouger maintenant que pour l'acheter. Ça. C'est fort. Ouais. Toujours foot, toujours sélection, mais cette fois-ci direction la Seleção, puisque Roberto Martinez a été choisi comme nouveau sélectionneur de l'équipe du Portugal, quelques semaines après avoir quitté ce même poste dans la sélection belge, éliminé, on le rappelle, en phase de groupe du Mondial. Pas de José Mourinho, donc. On arrête le foot et on prend un peu de hauteur avec une double déception pour l'équipe de France de ski alpin. À quelques semaines du début des championnats du monde en France, Victor Muffajandet et Mathieu Bellet doivent mettre un terme à leur saison. Ils se sont blessés tous deux au genou gauche. On a également appris une très triste nouvelle, puisque ce mardi, sur la 9e étape du Dakar en Arabie Saoudite, un spectateur est mort percuté par un pilote. Et sur cette même étape, Carlos Sainz a subi un violent accident. Héliporté, il a demandé à faire demi-tour afin de terminer la course, mais ce soir, il a finalement décidé d'abandonner. Il y a aussi le parcours de la Vuelta qui a été révélé ce soir pour sa 78e édition. Beaucoup de montagnes avec 2 arrivées mythiques à l'Alto des Langlirou et au col du Tourmalet. Ça fait 10 arrivées en altitude, donc 7 étapes de vraies montagnes. Et on va achever ces news sur du positif. Le footballeur ivoirien Sébastien Haller a rejoué après l'annonce de son cancer l'été dernier. Son club, le Borussia Dortmund, affrontait Düsseldorf à l'occasion d'un match amical. Victoire 5-1. Ça fait très plaisir de revoir l'Ivoirien à ce niveau-là. Lui qu'on avait vu passer une tête lors de la cérémonie du Ballon d'Or. On va dire absolument pas velu, puisque crâne rasé, même des sourcils vraiment très peu visibles. Donc vraiment signe d'une grosse chimiothérapie en cours. Donc là, ça fait plaisir aussi de le revoir avec le sourire. Je vous invite à aller voir les images et puis à suivre. Bien sûr, la Bundesliga va bientôt reprendre. C'est le championnat qui a le moins de journées, donc ils peuvent se permettre d'avoir un peu plus de vacances. Merci beaucoup, Audrey, pour les news. Et toujours la petite touche de finir avec du plus. C'est très important. Je ne l'ai pas fait assez l'année dernière, donc c'est un regret en fait. On en parle. Résolution 2023. Voilà, c'est ça. On aime bien, on en parle beaucoup. On va beaucoup aussi parler de quelque chose, puisque ce n'est pas encore les immanquables, mais là c'est un immanquable, puisque c'est demain, pour ceux qui voudraient savoir.
le début des championnats du monde de handball masculin. L'équipe de France qui entre en lice même dès demain à 20h30 face à la Pologne et qui va essayer d'aller chercher un 7e titre mondial. Le dernier, c'était où ? Au Égypte ? En 2017, non. Oui, donc en France. Ah, en France, oui. Et depuis, le Danemark... Bercy, non, c'était pas Bercy, je crois. Si, c'était en Ouais, France, c'était à l'Accor Hotel. Oui, c'est ça. Ouais, tout simplement. Mais c'est surtout que depuis, le Danemark, avec son copain Michael Hansen, ont décidé de jouer les gros bras et donc vont essayer, eux, d'avoir un 3e titre consécutif. Équipe de France masculine, qu'est-ce que vous voyez de ce groupe-là qui vient de jouer 2 matchs de préparation dont un dernier face à l'Égypte qui s'est joué jusqu'au bout, avec un petit but d'avance au terme de ce match. Qu'est-ce qu'on attend maintenant de cette génération bleue ? Nicolas Karabatic qui joue son 10e mondial, qui va aussi certainement être son dernier. Mais qui devrait prolonger au PSG d'ailleurs. Mais qui devrait quand même prolonger, surtout en vue des JO 2024. Oui, surtout, c'est un peu son objectif, bien sûr. Donc les mondiaux 2025, on oublie a priori. Ces bleus-là, pour donc un petit mot là-dessus, peut-être pour si vous aviez des attentes, si vous aviez des joueurs aussi que vous aimeriez voir briller à la tête de ces nouveaux bleus. Moi, j'ai surtout fait remarquer le nombre d'absents, parce qu'il y a beaucoup de forfaits dans cette équipe. Donc c'est des favoris, mais ils vont devoir quand même reconstituer une équipe. C'était un peu, on peut faire un parallèle avec l'équipe de France justement avant la Coupe du Monde, et ça a quand même marché, donc on leur souhaite que ce soit exactement la même chose, le même parcours, avec forcément la victoire à la fin, et qu'ils gagnent surtout ce 7e titre, quoi. Ils ont déjà le nombre de records de victoires, mais s'il peut en avoir un de plus, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et tu parlais de ces absences, on a quand même un set, je revérifie, on a quand même un set qui tient la route. Après, il y a aussi des joueurs forcément qui n'ont pas eu le temps de jouer beaucoup de compétitions internationales avec l'équipe de France depuis ce temps. Mais moi, j'aime bien certains noms. Briller. J'aimerais bien voir. Il fait un super début de saison avec Nantes. Briller et Prandy, j'aimerais vraiment qu'ils s'imposent et qu'ils deviennent vraiment des atouts majeurs à l'avenir, surtout qu'ils sont sur ces mêmes postes qu'on évoquait, donc arrière gauche, demi-centre, comme Nicolas Karabatic. Donc une relève peut-être à voir derrière. L'équipe de France tout de même, qui va commencer donc avec une phase de poule, je vous rappelle, c'est un format à 4, après ensuite des formats de poule à 6, et l'équipe de France qui démarre demain. Pourquoi ? Puisque les championnats du monde se jouent en Pologne et en Suède, et la France est tombée dans le groupe de la Pologne. Alors pour vous déjà rien, est-ce que demain c'est déjà le match piège de cette phase de poule pour les Français ? Qui affronteront ensuite l'Arabie Saoudite et la Slovénie. C'est même pas piège, c'est le gros match de cette poule. Donc il faut à tout prix éviter justement que ce soit un piège, mais après forcément on joue la nation haute d'entrée, mais je pense que cette équipe de France est bien dans son coup. Il y a des joueurs qui performent depuis le début de saison en championnat dans leurs clubs respectifs, donc à mon avis il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Et puis sur un premier match, je pense pas qu'on puisse se faire surprendre. En fait, on connaît trop ces débuts de match, ces débuts de compétition, pour se faire surprendre. Donc, espérons que ça se passe bien pour les Bleus. Je passais faire un tour dans le groupe du Danemark pour voir quand même, puisqu'ils ont 2 titres en cours de suite. Danemark, c'est Belgique, Bahreïn, Tunisie. Donc ça va être pas très compliqué pour du tout. Sachant qu'on parle quand même de finir dans les 3 premiers pour l'instant. Donc c'est plutôt bien. Et l'autre pays qui accueille, c'est la Suède, qui pourrait, elle, faire une grosse surprise. La Suède qui nous a laissé un amer souvenir au dernier championnat d'Europe. Pour ceux qui se souviennent, cet arrêt des fesses, tout simplement, du postérieur, qui nous a éliminés sur ces dernières secondes. Et puis après, pareil, on a recroisé le fer avec le Danemark, et lui qui ne s'est pas fait prier de toujours nous battre dans des matchs de finale, si on veut, entre guillemets, même si on les a donc battus aux derniers Jeux Olympiques. Est-ce que ce groupe-là, malgré tout, parce qu'on part un peu de cette victoire à Tokyo 2021, puisque c'était pas 2020, mais qui a emmené cette médaille d'or, qui a échoué d'un rien, puisque ça a toujours été juste sur la fin et un peu pénible face à la Suède et au Danemark. Est-ce que là, du coup, vous pensez que toujours avec cette médaille olympique à défendre un an plus tard, ensuite, il y a un vrai intérêt pour elle à vraiment
se montrer. Ben, je suis même pas sûr. Je pense qu'ils sont passés à autre chose en fait Je suis même pas sûr qu'on soit dans la reconquête après le titre olympique en fait, parce qu'il y a des joueurs qui découvrent cette sélection. Je pense notamment à Charles Bossinger, le gardien de Montpellier. Il y a des joueurs qui étaient pas forcément là. Il y a Yannis Len notamment aussi à l'aile. Donc À droite, ouais. ouais. Donc je pense pas. Je pense qu'ils sont passés à autre chose et là ils sont dans cette compétition là et il y a des joueurs qui sont morts de faim, qui ont envie pour leur première quasiment compétition avec l'équipe de France de performer et de faire leur place aussi, parce qu'il y a des absents comme vous le disiez si bien, et notamment je pense à Hugo Desca qui est une des absences majeures. Il y a aussi Benoît Kounkoud à l'aile, donc voilà, c'est l'occasion aussi pour des joueurs de faire leur place, mais je pense que ce groupe-là est peut-être dans une autre optique que les Jeux. En tout cas, si ça peut y avoir le même résultat à la fin, par contre on signe bien sûr. Mais par contre, ils sont peut-être dans l'optique des Jeux de Paris 2024 qui approchent quand même bientôt, avec beaucoup de jeunes, l'idée de reconstruire une équipe, un nouveau projet qui s'étend jusqu'à Paris 2024, ça peut être une bonne perspective. Effectivement, donc du coup, peut-être pas un groupe qui se met tant la pression que cela, qui n'est pas en mode reconquête d'un titre mondial, mais qui, d'après vous, va essayer de se restructurer avec les nouveaux éléments dont elle dispose, et puis viser plus tard. Oui, Attendre un petit peu. c'est ça. Si le pic de forme, si on peut ne pas l'avoir en 2023, mais plutôt en 2024, ça serait pas mal. Alors, dans le calcul, c'est bien mieux. Et je pense que c'est l'idée. Mais à mon avis, dans la feuille de route, on est pas mal. Parce que là, on commence tout doucement à avoir un groupe qui se structure. Tu parlais tout à l'heure notamment de Thibaut Brié. Voilà, des joueurs qui, petit à petit, ont de plus en plus de cap avec cette équipe de France. Et je pense que pour 2024, ça peut être le bon timing. Après, évidemment, on ne sera pas les seuls mais dans la course. Mais voilà, je pense que ça peut être pas mal. Alors, moi, je vois ça plutôt comme une étape, là, ce mondial-là. Pour peaufiner un peu tout ça. Avis partagé par le Campus Sport Club. Oui, bien sûr. Oui. bah, Oui, Après, ils se fixent quand même l'objectif de gagner, quoi. Mais... oui, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est ce qu'il se dit dans le vestiaire, en tout cas? Alors, Nicolas Karabatic va pas non plus... il va quand même peut-être vouloir gratter une dernière médaille d'or, hein, Pas forcément. quand même. Parce que... Puis l'entraîneur aussi va sûrement vouloir la gratter, cette médaille. Bah oui, puis lui qui en a gagné aussi. Donc... Oui, mais en plus, Nicolas Karabatic, à force, il va falloir qu'il fasse une maison entière, je pense, pour tous ces trophées. Ouais, puis surtout parce que quand il a signé au PSG, c'était un peu la solution facile de ramener d'autant plus de trophées. Ouais, quoique ces dernières années, c'est un peu plus compliqué quand même. Ouais, et toujours cette Ligue des Champions qui leur manque. Absolument. Eh bien écoutez, on va avancer dans cette émission. Nouveau moment musical que je vous propose. Je remémorais volontairement 2017, lors de ce dernier mondial disputé en France, lors du dernier titre donc mondial des experts. Et pour rappel, la musique officielle avait été sélectionnée, c'est un DJ français. Comme on en a très peu en France de connus, des DJ, c'était Feder qui avait permis sa chanson, et c'était Lord Lee qu'on va s'écouter maintenant. Et pour certains, ça doit peut-être plus parler pour les boîtes de nuit qui ont suivi. Ça fait plaisir. Et on a pu faire. C'est surtout que c'est une dernière chanson officielle d'un événement. Je me dis, on peut faire la fête avec, tu vois. Oui. Parce que Free From Desire, ces chansons-là, c'est d'avant, tu vois. Là, c'est la chanson de l'événement et tu peux t'ambiancer dessus. Absolument. On s'écoute ça et on revient pour les immanquables. Thomas. C'était Feder, Lord Lee, donc ce son qui avait marqué les esprits pendant le mondial de handball masculin 2017 en France et qui nous avait tant fait vibrer. Dans les Bleus aussi, avait été extraordinaire. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106,6 FM, peut-être en DAB+, ou sur campuslille.com. Le Campus Sport Club, pour rappel, qui sera réécoutable sur également campuslille.com, rubrique programme, mardi, 23h midi. Minuit. 23h midi. C'est vraiment long là. C'est très long comme émission. Alors par contre, on pourrait demander à 13 heures d'émission. On pourrait demander à faire quelque chose de caritatif et faire 24 heures de sport. Là par contre, on serait bien en forme. Oui, bien sûr. Déjà qu'au bout d'une demi-heure, on a mal. Donc... Mais non, il y aurait une heure dédiée à faire du ping-pong où t'entends juste les chroniqueurs entendent. C'est ça, t'entends le bruit sur la table. Je pense que ça rapporterait beaucoup. Ouais. Et Campus Sport Club qui sera aussi disponible dans le courant de la semaine sur Spotify et sur YouTube en intégralité. Est-ce que vous allez bien tous les trois? C'est la forme. Vous voulez, c'est bon, on peut poursuivre. Surtout toi, Thomas. Bah oui. Oui. Toi qui as bossé si ardemment pour cette rubrique.
On s'écoute donc les immanquables très vite fait, hein, et puis comme ça on aura un petit jeu après, si possible. On te donne le programme des manifestations sportives à ne pas rater cette semaine. C'est tout de suite avec les immanquables du CSC. Les immanquables de Thomas et Ellie, à la voix qu'on embrasse, qui sort d'une opération. Le petit loulou et qui espère revenir bientôt. On le salue, évidemment. Oui, on va commencer énormément bien sûr par l'actualité. On en parlait tout à l'heure, c'est le handball, puisque demain, début du mondial pour les Bleus. France-Pologne, Pologne-France du coup, à 21h sur beIN Sport 1. Pour le premier match de poule pour les Bleus, qui enchaîneront samedi avec l'Arabie Saoudite à 18h également sur beIN 1, et puis lundi à 18h Slovénie-France, toujours sur beIN Sport 1. Donc on ne peut que vous conseiller de vous abonner évidemment pour suivre ce mois avec pas mal de handball notamment, mais aussi le rugby avec les Coupes d'Europe, donc voilà, n'hésitez pas. Moi j'ai Ce pris n'est pas un partenariat par contre. Ah non, absolument pas. Mais par contre, mais comme moi vous voulez, beIN Sport vraiment. Moins 26 ans, 7,50€, j'ai pris. Oui. Je donne les tarifs et j'ai pris que pour l'handball. Bien sûr. Après non. Bien sûr. Et juste, je rajoute un petit Pologne-Slovénie samedi à 20h30 qui également vaut le détour, si jamais. Dans ce même groupe. Oui, absolument. Voilà un petit peu pour le programme handball. En foot, la Ligue 1, puisqu'il y a Strasbourg-Lens à 21h, c'est demain, je crois. Strasbourg-Lens, on va vérifier ça. Désolé, mais je vais regarder ça dans quelques instants. À fond dans les starting blocks, c'est ça. Thomas. Samedi à 13h30, par contre, ça c'est bien sûr et certain. En première ligue, il y a un beau derby de Manchester à suivre sur Canal+, 13h30, Manchester United, Manchester City, le 4e qui reçoit le second de cette première ligue. Et en Ligue 1, je reviens en Ligue 1, ça c'est sûr. Par contre aussi dimanche soir, Rennes PSG, un match qui vaut aussi pas mal et qui vaut cher en Ligue 1, puisque dimanche soir sur Amazon Prime Video, 20h45, Rennes Paris Saint-Germain. En rugby, cette fois-ci, c'est Coupe d'Europe ce week-end, comme je vous le disais. Toulouse qui va jouer à Sale pour ce match et cette nouvelle journée de Champions Cup, samedi à 14h sur beIN 2. En Challenge Cup, Toulon qui est premier de sa poule ex-aequo, qui va jouer à Bath, samedi à 16h15, également sur beIN. Un petit mot de basket, bien sûr, puisque ça bouge depuis que Victor Wembanyama explose en Betclic Elite, et pas mal de retransmissions, notamment de son équipe de Boulogne-le-Valois. Mais je vous conseillerais un Cholet-Monaco, dimanche à 18h, très intéressant aussi à suivre, entre deux équipes qui carburent pas mal cette saison en Betclic Elite, et donc avec Monaco, dont on en parlait tout à l'heure, très à l'aise. En compétition européenne. En Euroleague, ouais. Monaco. Donc un match très intéressant avec Cholet et donc Monaco qui va se déplacer là-bas. Dijon qui va recevoir Boulogne-le-Valois, je vous en parlais, à l'équipe de Wembanyama à 19h sur beIN 3 dimanche. Donc là ça vaut le détour franchement, si jamais vous avez beIN et que dimanche soir vous n'avez pas trop quoi faire à 19h, branchez-vous sur beIN 3 pour voir le phénomène, notamment Victor Wembanyama avec son équipe de Boulogne-le-Valois. Je sais pas si vous l'avez vu jouer déjà. Oui, si. Ouais. Mais en l'occurrence, j'ai même regardé en condensé le All-Star, ouais. Même pour voir si là encore il est allé de sa classe et il avait refusé. Enfin, on lui avait remis le trophée d'MVP qu'il a finalement cédé. Ouais. Voilà. Mais évidemment que Wembanyama là, ça va. Ouais. C'était avant-hier, je crois, quand ils ont joué à Las Vegas, il a mis la claquette de la victoire à 3 secondes de la fin sur le buzzer. Enfin, c'était encore impressionnant contre son ancienne équipe de Lasvel. Et je finirai par du volley, puisqu'avec la Ligue A masculine, Tourcoing qui reçoit Cambrai dans le derby en première division. C'est samedi à 19h à Orchy. Vous le savez, Tourcoing qui joue cette saison dans 3 salles différentes, puisqu'il y a des travaux dans sa salle Léo Lagrange à Tourcoing. Donc ce derby qui s'annonce chaud entre Tourcoing qui a fait un excellent début de saison et Cambrai qui est un peu plus en difficulté, mais c'est samedi à 19h à Orchy, ou sinon sur la LNV TV. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Si vous voulez, on enchaîne tout de suite. Pas de jingle, pas de transition, rien. Il reste quelques minutes à passer ensemble sur Radio Campus Lille pour la fin du Campus Sport Club. Je vous propose un petit jeu, tous les trois. Si vous êtes chaud de vous concurrencer, sachant que Thomas a provoqué d'entrée de jeu. Il y a 1 heure, il est arrivé la crème de la crème. Mais non, mais c'était un compliment. Ah, c'était un compliment. Mais bien sûr que c'était un compliment. Et c'est pour ça que moi je comprenais pas. Tu l'as pris dans le mauvais sens. Ah non, c'était un compliment pour mes camarades. Ah non, j'en rigole vu mes camarades. Non. Oh là là. T'as vu comme on en est tellement pas habitué Moi, qu'on c'était dans la fait pas. bienveillance. C'était dans la bienveillance, moi. Eh bien écoutez, 2023. Je vous propose de démarrer l'année 2023 avec un petit jeu sur les records du monde.
certains, bien sûr, je ne peux pas tous les faire, qui ont été établis au cours de l'année précédente, en 2022. Vous avez des petits papiers que je vous ai donnés, vous avez sorti vos petits stylos, tout va bien. Vous notez et vous prenez pas des plombes. Okay. Normalement, il y a des notions que vous devez avoir. Coup de pression. Si vous avez bien révisé 2022. On commence assez simple. Armand Duplantis, un nom qu'on connaît très peu, a établi un nouveau record du monde. Quel est le record, le dernier du coup record du monde qu'il a établi à 3, 1, 2, 3. Je vois pas Sophie, je vois du 6m21 ici, 6m14 et 6m21. Un point pour Thomas et pour Audrey, 6m21. Effectivement, il l'a battu 3 fois cette année-là. 6m14, c'est la Villénie. Ouais. Ah bah donc ouais, c'est bon et... Non, c'est non. 6m16 même. 16, la Villénie même. C'était resté à Boubka. Ouais, c'est Boubka même. Ah ouais, elle est restée à Boubka, quoi. 94. Bah... Mais c'est une puriste, c'est pour ça. En fait, je suis trop concentré sur l'athlète et du coup, je vais pas le mettre. Un point Audrey, un point Thomas. On enchaîne. John Isner, cette année, a dépassé le record all-time days. J'ai arrondi au millier le plus proche. Donc, vous me mettez juste un nombre en milliers. 2000, 6000, 20 000, 36 000 millions. Voilà, mais c'est un 1000 pile. Nombre days en carrière, au millier arrondi. C'est une énorme bêtise. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Mais t'as pas compris quoi? Alors Sophie, pour l'info, elle a marqué 666, elle a rien compris. Mais en milliers, au 166. Je parle de milliers et toi t'as arrondi. Oui. Non, laisse tomber. Combien, donc Audrey? On a fait la même. On a avec fait la Thomas. même. 14 000, 14 000, et ben c'est exactement ça. C'est 14 000, vrai vous faites Non, encore mais un non, perfect. quoi Oui, si. Mais c'est tout à l'heure. De partout. On enchaîne. Cristiano Ronaldo. Oh. Et a nombre de priori, buts en non, tout simple en carrière. Le meilleur buteur officiel de l'histoire du football en match officiel, évidemment, puisqu'il y a des débats. Il en est à combien, notre CR7, avant de jouer avec Al Nasser? Ouais, j'ai peur aussi. Allez, 5, 4, 3, 2, J'ai dit une dinguerie. 1. T'as essayé de tricher, toi. Il a marqué que 187 buts en carrière. Ah ouais, le foot, t'es vraiment fâché avec le Je foot. pensais que toi. vous alliez parler rugby, Alors, Formule 1. le score, pardon, Thomas Moi, j'ai remonte. 971. Et là-bas? Ouais, j'ai pas besoin de faire de suis calcul aussi, compliqué, c'est 819. Donc Thomas a le point, 3, 2 et 0 pour Sophie. Allez, record féminin, Sydney McLaughlin, pour ceux qui ne sauraient pas, est championne du monde du 400 mètres haies. Et pendant les mondiaux à Eugène, a battu le nouveau record du 400 mètres haies féminin. À votre avis, quel temps? Là, il me faut seconde et millième, pour être précis. 400 mètres, hein. Oui. Elle qui l'a battu 4 fois depuis qu'elle en est détentrice Il faut du les record en millièmes. 2021. Oui. Bah, deux chiffres après les ondes. Allez, 5, 4, Non, j'ai dit 3, n'importe quoi, je pense. 2, 1. De toute façon, je pense qu'au plus proche, vous serez à la seconde. Quoi? T'as mis les minutes? Une minute? Une minute, le 400 mètres en une minute? Ah non, pas du tout. Ouais, c'est Thomas Ah encore non, qui non, est mais là. non, mais je voulais pas, Et mais non, non. et non, Mais non, mais mais on Ah ouais, mais non, il n'y a pas de mais non. il n'y a pas de mais Non, non, mais c'est Thomas. j'ai mal compris. Thomas prend le Bien point. sûr, oui. Thomas, C'était combien? c'était 50 secondes 68. J'étais pas loin non plus, hein. T'as mis quoi? Ça- Ah oui. Oui, j'étais pas loin. Non, non, Oui, non, mais c'était pas- j'ai confondu, c'était sans la... C'était combien? C'était 50 secondes 68. Elle a réécrit. Et allez, un petit dernier, Kipchoge, Monsieur Marathon, je l'ai. a établi un nouveau record du monde au marathon de Berlin 2019. À votre avis, quel est-il? Et je mets là, je mets l'outro en fond, tiens, j'en profite. C'est pas quand il l'a fait avec les lièvres et tout, pas homologué là? C'est pas ça? Non, non. Là, c'est record marathon seul. Alors attends. On va tenter un. 5, 4, 3, 2, 1. 1,59,49, 2, 0, 1. Je pense. Et là-bas, Sophie. Sophie, bravo Sophie. C'est moi? 2h46. C'est Audrey qui a ce dernier point. Merci tous les trois quand même pour avoir participé. Merci Sophie d'avoir participé. Toujours les quiz, ça me réussit bien. Allez, il nous reste 10 bonnes secondes. Merci tous les trois donc d'avoir participé à ce CSC. Merci à ceux qui nous écouteraient encore. Le Campus Sport Club revient la semaine prochaine, 23h minuit. D'ici là, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.